tous et bienvenue sur Du Cappuccino des livres, un podcast dédié à la lecture, aux livres qui nous accompagnent, nous bouleversent ou nous font rêver le temps d'un cappuccino. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Avant d'entamer ce nouveau bilan lecture, je vous avais promis un avis plus complet de ma lecture du tome 1, Le Trône de Verre de Sarah J. Maas. Eh bien le voici. Mais d'abord, commençons par le résumé de ce premier tome. Dans le royaume d'Adarlan, où la magie a été éradiquée depuis des années, un roi tyrannique règne d'une main de fer. Après avoir passé plus d'1 an dans les terribles mines de sel d'Andovir, Célina Sardocienne, célèbre assassineuse et ennemie du pouvoir, se voit offrir une chance inespérée, retrouver sa liberté. Pour cela, elle devra représenter le prince Dorian lors d'un tournoi impitoyable dont le vainqueur deviendra le champion personnel du roi pendant 4 ans. Mais alors que les épreuves s'enchaînent, les concurrents sont assassinés dans des circonstances aussi brutales que mystérieuses. Très vite, Célina comprend qu'une force obscure est à l'œuvre et que la magie, pourtant interdite, semble renaître dans l'ombre du château. Entre complots secrets et dangers mortels, la jeune assassineuse devra lutter pour survivre et découvrir la vérité. Heureusement, elle pourra compter sur le soutien de 2 alliés aussi différents qu'attachants, Cole, le capitaine de la garde, et le prince Dorian lui-même. Alors pour mon avis, j'ai adoré l'écoute de ce premier tome de la série. J'avais très envie de découvrir cette fantaisie après avoir écouté La Lame de l'assassineuse, le préquel de la saga, et je ne suis absolument pas déçue. On y retrouve Célina, 1 an après son enfermement à Andovir, où malgré cette année d'esclavage et les épreuves qu'elle a traversées pour survivre, n'a rien perdu de sa force de caractère. Elle reste fidèle à elle-même, déterminée, sarcastique, parfois arrogante, mais toujours incroyablement forte et attachante. En échange de sa liberté, sous certaines conditions bien sûr, elle accepte de suivre le prince Dorian afin de participer à un tournoi dont le vainqueur deviendra l'assassin du roi, comme dit dans le résumé. J'ai beaucoup aimé suivre son entraînement avec Cole, le capitaine de la garde, ainsi que voir les relations se construire peu à peu entre les personnages. Entre complots, intrigues de cour et morts mystérieuses parmi les participants, Célina mène l'enquête tout en essayant de comprendre ce qui se cache derrière les murs du château. On la voit évoluer, trouver sa place et créer des liens forts avec ceux qui l'entourent. Dorian, Cole, mais aussi la princesse Nehemia, venue d'un autre royaume. Ces différentes relations permettent de mieux découvrir l'univers imaginé par Sarah J. Maas, ainsi que les tensions politiques et les enjeux entre les différents royaumes. La magie, bien qu'interdite, occupe également une place importante dans le récit. Cet aspect plus fantastique apporte une atmosphère mystérieuse qui m'a fait encore plus aimer l'histoire. Vous l'aurez compris, ce premier tome avait tout pour me plaire. Un univers riche et immersif, des personnages profonds et attachants, des intrigues captivantes et des complots qui ne cessent de bouleverser l'équilibre du royaume. Ce début de saga est donc extrêmement prometteur pour la suite. Même si la série compte encore de très nombreux tomes, j'ai déjà hâte de poursuivre ma découverte de l'univers de Célina, d'en apprendre davantage sur ses origines et de voir comment elle réussira à se sortir de tout cela. Une chose est sûre, l'autrice m'a totalement donné envie de continuer cette aventure. Passons maintenant au bilan de mes lectures du mois de mai 2025. Alors ce mois-ci, j'ai lu 7 livres et j'en ai abandonné un. Ouais, je cumule les abandons cette année, c'est le 3e déjà. Mais bon, allez, on va commencer par parler des bonnes lectures. On va commencer par le tome 1 de la duologie La tisseuse de mélodies de Sarah Abbasi, publié chez Hachette Roman, qui est une duologie de fantaisie. Le résumé : à Solvara, la musique possède un pouvoir redoutable. Une partition peut ensorceler, manipuler et parfois même tuer. Comme 49 rares élus, Shona est une tisseuse, une servante du dieu Sol. Cloîtrée dans l'atrium, lieu saint, depuis l'enfance, elle tisse les mélodies du destin, l'avenir de chaque habitant du royaume. Lorsqu'elle entrevoit accidentellement son propre futur,
dans lequel elle est à l'origine de la chute de Solvara, son existence bascule. Bientôt accusée d'être au cœur d'un complot qui vise à renverser le roi, Shona décide de fuir, contrainte de collaborer avec Alistair, un musicien aristocrate dont le destin semble intimement lié au sien. La jeune femme n'aura d'autre choix que de démêler les notes de sa destinée afin que celle-ci ne s'accomplisse. Alors déjà, il faut parler de la beauté de cette édition reliée, véritable ouverture d'orchestre avant même la première page. Une jaquette sublimée par une carte dessinée par Clary Horan, les illustrations délicates de Alice Maria Power et un jaspage constellé de notes de musique virevoltantes et de magnifiques dorures qui viennent harmoniser l'ensemble. L'objet livre est somptueux, presque précieux, comme une partition ancienne qu'on aurait peur d'abîmer. Petit bémol toutefois. Il est particulièrement lourd, sans doute le livre le plus lourd que j'ai jamais tenu entre mes mains, mais la qualité est clairement au rendez-vous. Puis vient le cœur de la mélodie, son univers. Nous découvrons ici un monde où la magie naît de la musique, où chaque royaume vit sous la protection d'un dieu portant le nom d'une note, dieu sol, dieu la, etc. Et j'ai trouvé cette idée absolument brillante. Dans cet univers, les instruments deviennent des vecteurs de pouvoir et les mélodies de véritables sortilèges. Les musiciens ne jouent pas seulement des morceaux, ils tissent des enchantements. C'est un concept qui résonne longtemps après la lecture et qui reste pour moi la plus belle harmonie du roman. Nous suivons alors deux personnages principaux, Shona, une tisseuse de mélodies capable de voir les fils du destin, et Alistair, jeune musicien étudiant la magie afin de devenir maestro, c'est-à-dire membre du conseil du roi. Rien ne semblait les destiner à se rencontrer. Elle, enfermée dans son atrium, lui, bercé par les murs rigides de son école de musique. Et pourtant, leur rencontre va bouleverser la partition entière de leur monde. Pris séparément, chacun des personnages possède une vraie profondeur et mérite qu'on s'attarde sur lui. Mais ensemble, la magie n'a pas immédiatement opéré pour moi. Leurs conflits incessants ont parfois couvert la musique de fond de l'intrigue, tant j'aurais aimé les voir apprendre à se connaître autrement, avec davantage d'écoute et de compréhension. Pourtant, leur dissonance a du sens. Élevés dans des mondes opposés, nourris de préjugés et de méfiance, ils ne pouvaient sans doute pas s'accorder dès les premières notes. Leur relation avance alors comme une composition lente, parfois heurtée, où les accords peinent à trouver leur justesse. Et même si leurs conflits m'ont parfois lassé, ils participent aussi à cette idée que certaines harmonies demandent du temps avant de réellement naître. Car derrière ces tensions entre eux, se cache une intrigue passionnante. L'univers est riche, la magie fascinante, et les enjeux particulièrement intéressants. Dans ce monde, les tisseuses de mélodies voient l'avenir et transmettent leur vision au maestro afin d'empêcher les crimes avant même qu'ils ne soient commis. Un fonctionnement qui rappelle un peu Minority Report, un film avec Tom Cruise, diffusé il y a très très longtemps au cinéma. Une simple pensée de révolte envers le roi peut suffire à condamner quelqu'un. Alors, lorsque Shona découvre qu'elle serait à l'origine de la chute de son royaume, tout vacille. Comment pourrait-elle être responsable d'un tel désastre alors qu'elle a été arrachée à son père dès l'enfance et enfermée, loin du monde extérieur à cause de son don? C'est là que le roman trouve sa force, dans cette réflexion sur le destin et le libre arbitre. Sommes-nous condamnés à suivre la partition écrite pour nous? Peut-on modifier une mélodie déjà annoncée? Ou le destin finit-il toujours par reprendre le dessus, peu importe les notes que l'on tente d'ajouter? Alors si vous aimez les histoires qui prennent le temps de se construire, de construire leur symphonie, les personnages complexes, profondément humains, les relations qui grincent avant de trouver leur rythme et les récits où les fils du destin s'entrelacent comme les cordes d'un instrument, alors cette jolie mélodie devrait très certainement trouver un écho en vous. On va passer à ma deuxième lecture, La petite boutique de sortilèges de Sarah Bathurst, publié chez Brajlon, qui est une cosy fantasy. Alors c'est un livre que je vous ai déjà présenté lors du book club, donc je vais quand même redonner le résumé pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion d'écouter le book club numéro 17, celui du mois de mai. Et après je vous ferai un avis plutôt concis, donc si vous voulez plus de détails, je vous conseille d'aller écouter le book club. Donc on va commencer par le résumé de cette histoire. Une somptueuse fable qui foisonne de livres de sortilèges volés, d'amitié inattendue, de confitures délectables et d'amour plus délicieux encore. Une comédie romantique peuplée de créatures mythiques et saupoudrée de roulés à la cannelle et de magie
qui met du baume au cœur et nourrit l'âme. Kila a toujours eu du mal avec les gens. Par chance, son travail à la grande bibliothèque d'Alysium lui a permis de vivre en recluse parmi les livres de sortilèges les plus précieux de l'Empire. Mais lorsqu'une révolution éclate et que la bibliothèque part en fumée, Kila et son assistant, Kaz, une plante sentiente créée par magie, sauvent autant de livres qu'ils le peuvent et mettent le cap sur une île lointaine où Kila était certaine de ne jamais retourner, la terre de son enfance. Kila espère faire profil bas dans la chaumière délabrée héritée de ses défunts parents. À son grand désarroi, en plus d'écoper d'un voisin aussi fouineur que séduisant, elle découvre que le village est dans un triste état. L'Empire néglige depuis des années les gens qui dépendent de ses interventions magiques pour des récoltes fructueuses, et pire encore, la magie censée les aider à engendrer des tempêtes destructrices qui ont fait des ravages sur l'île. Kila résout de trouver un moyen d'arranger les choses en ouvrant la toute première sortilègerie secrète de l'île. Son plan n'est pas sans danger, partager la magie avec les gens du peuple est passible de mort. Et pour se faire une place parmi les habitants bienveillants et excentriques de son île, elle devra apprendre à abattre les remparts qu'elle a érigés. Alors pour mon avis, j'attendais la petite boutique de sortilèges depuis longtemps et cette lecture a parfaitement répondu à tout ce que j'espérais d'une cosy fantasy. Une ambiance chaleureuse, réconfortante et profondément humaine. On suit Kila, bibliothécaire solitaire, et Kaz, sa plante araignée, aussi attachante qu'expressive, contraint de fuir la grande bibliothèque après une révolution qui réduit leur monde en cendres. Pour sauver de précieux grimoires de magie, Kila commet un acte passible de mort et trouve refuge sur l'île de son enfance, Caltray. Et c'est là que le roman prend toute sa douceur. Caltray est une île où chacun veille sur les autres, un lieu presque hors du temps, bercé par l'air marin, le thé chaud, le pain sorti du four et les petits gestes de solidarité. Peu à peu, Kila, qui a toujours vécu recluse parmi les livres, apprend à créer des liens et à s'ouvrir aux habitants. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la bienveillance qui traverse tout le récit. La magie n'est pas seulement un pouvoir, elle devient une manière d'aider, de réparer et de prendre soin des autres. Le roman parle autant de refuge que d'appartenance et montre avec beaucoup de tendresse qu'on peut reconstruire une vie après avoir tout perdu. Une lecture douce et lumineuse, parfaite pour celles et ceux qui aiment les personnages attachants, les atmosphères cosy et les histoires qui donnent envie de ralentir un peu. La troisième lecture du mois de mai, c'est le tome 1 de la duologie Victorian Fantasy, Dentelle et Nécromancie de Georgia Caldera. Alors c'est plutôt une écoute, puisque j'ai écouté ce livre sur Audible. C'est un roman que je n'ai pas encore trop pu qualifier, qui est entre fantasy, fantastique. Il y en a qui l'ont qualifié de romance paranormale. Donc bon, je vais vous lire le résumé. D'aussi loin que remontent ses souvenirs, Andraste, issu d'une longue lignée de sorcières, vit dissimulée aux yeux du monde. Son univers restreint ressemble à s'y méprendre à une cage dorée, elle qui ne rêve que de s'envoler. C'est alors qu'une invitation de la main même de la reine vient bousculer les plans de sa grand-mère qui dirige la famille d'une main de fer. Et une requête royale ne se refuse pas, à moins de souhaiter perdre la tête. Sa découverte du monde commence très loin de ce qu'elle imaginait. La cour est pleine de dangers, de rumeurs et de règles qu'elle ne maîtrise pas. Mais sa plus grande erreur est de succomber au regard aussi noir que la nuit de Lord Thaddeus Blackmorgan. Alors pour mon avis, je ne vais pas pouvoir vous en dire grand-chose, car à mon grand désarroi, c'est la lecture que j'ai abandonnée ce mois-ci. Enfin, l'écoute que j'ai abandonnée en cours de route. Plus j'avançais, plus je réalisais que cette histoire n'était tout simplement pas faite pour moi. Je ne saurais dire précisément ce qui m'a rebutée. Peut-être aurais-je aimé davantage de nécromancie et un peu moins d'antenne, ou l'inverse. Ou peut-être est-ce le personnage masculin avec lequel je n'ai pas du tout réussi à accrocher. Quoi qu'il en soit, malgré un univers qui pouvait sembler prometteur, je suis restée complètement en dehors du récit. Ce livre trouvera sans doute son public, j'en doute pas un seul instant, mais il n'était clairement pas pour moi. Mon quatrième roman du mois de mai, c'est L'été où je suis morte de Cécile Guyot
et Nora Lake, publié chez Mnemos dans la collection Naos, qui est un roman entre horreur, fantastique, mystère. Je vais vous laisser voir avec le résumé. Août 1995. Anna disparaît lors de son séjour au camp Hollow Pines, au cœur de l'Oregon. Août 1996. Amy revient à Hollow Pines pour sa 7e année consécutive. Mais cet été ne ressemble à aucune autre. Elle rencontre Sadie, une adolescente taciturne, et doit faire face à l'absence de son amie, Anna, qui n'a jamais été retrouvée. Rongée par un terrible secret, Amy décide de s'allier à Sadie pour se lancer à la recherche de la vérité. Que s'est-il passé la nuit de la disparition d'Anna ? Elle qui croyait si fort aux faits en serait-elle devenue une ? Est-ce seulement un tragique accident ou quelqu'un lui aurait-il fait du mal ? Des histoires macabres courent sur le camp. Dans cette forêt pleine de légendes, les contes pourraient bien se transformer en cauchemars. Alors avec ce livre, j'ai passé un très chouette moment de lecture. Enfin, tout est relatif, parce qu'on est quand même dans ce genre d'histoire qu'on raconterait autour d'un feu de camp, entre horreur fantastique et légendes locales. On y trouve du mystère, du suspense, mais aussi 2 héroïnes très attachantes, dont on suit le parcours dans un camp de vacances marqué par la disparition, l'année précédente, d'une jeune conteuse nommée Anna. L'intrigue se déroule dans les années 90, une époque qui a bercé ma propre jeunesse. J'y ai retrouvé une certaine nostalgie, quelques souvenirs familiers, mais le roman peut toucher n'importe quel lecteur, quelle que soit la génération à laquelle il appartient. Les thèmes qu'il aborde sont universels, l'amitié, l'amour, le regard des autres, capables autant de nous blesser que de nous révéler à nous-mêmes. C'est aussi un récit sur ce moment fragile où l'adolescent quitte peu à peu son cocon pour se construire au contact des autres, de ses expériences et de ses blessures, jusqu'à apprendre à s'accepter tel qu'il est. Le roman parle d'adolescence, d'identité, d'esprit impressionnable, de harcèlement, mais aussi d'un amour profond, sincère et déchirant, comme peuvent l'être les premiers amours et les premières grandes amitiés. À cet âge-là, tout semble plus intense, plus grand, plus douloureux aussi. Il est également question de souvenirs effacés et de cette quête presque inévitable du passé, nécessaire pour avancer et enfin tourner la page. Les autrices parviennent très justement à capturer toute la beauté et la violence des premières fois, celles qui nous marquent pour toujours. Tout au long du roman, Nora Lake et Cécile Guyot nous entraînent dans un univers bercé par les légendes et les contes, au cœur d'une forêt où l'enfance et les fées semblent encore exister. Le camp devient alors un lieu de passage, presque initiatique, où l'on vit les derniers instants de l'adolescence avant d'entrer dans l'âge adulte. Les disparitions et les événements étranges rythment le récit et donnent constamment envie de tourner la page pour comprendre ce qui se joue réellement derrière tous ces secrets. Si vous aimez les histoires qui ressemblent à des récits racontés au coin du feu, les ambiances teintées de nostalgie des années 90, les personnages torturés et les émotions exacerbées propres à cet âge où l'on apprend à grandir, alors ce livre devrait vraiment vous plaire. Ma 5e lecture s'est portée sur L'Andor d'Isabelle Motian, publiée chez ActuSF que j'ai reçu en service de presse par la maison d'édition. Là, on est dans un whodunit fantasy épique. Vous voyez pourquoi ça m'a intéressée. En résumé, Céleste Armanville est une musicienne virtuose, membre éminente d'une société secrète redoutable et de la vie générale, une génie douée en tout. Cependant, coincée par l'hiver dans un frustre château de Landor, la voilà confrontée à un défi. Résoudre un meurtre improbable avant la fonte des neiges. Quel mystère ces nobles hôtes lui cache-t-il ? Parviendra-t-elle à la fois sauver... Parviendra-t-elle... Alors j'ai du mal à vous dire... Pardon, je suis désolée. Parviendra-t-elle à la fois à sauver les apatrides auxquels elle a dédié son existence et protéger Telban, son frère, son hôte, sa raison de vivre ? Est-ce qu'elle va pouvoir tout faire ? Mon avis, eh bien j'ai découvert L'Andor, un roman appartenant à une saga en 5 tomes, dont 4 sont publiés à ce jour, mais qui peut tout à fait se lire indépendamment. Cette immersion dans l'univers des rhéteurs s'est faite à travers une enquête autour d'un meurtre et j'ai immédiatement été happée par l'ambiance du récit. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est l'alternance entre passé et présent. D'un côté, les retours en arrière nous permettent de découvrir Céleste et son frère jumeau Telban, autrefois très proches, mais que la vie adulte a peu à peu éloignés.
Ces passages enrichissent autant la compréhension des personnages que celle du monde imaginé par l'autrice, avec ses enjeux politiques, sociaux et humains. Mais surtout, ils mettent en lumière la profondeur du lien fraternel qui unit les deux personnages. Céleste est une héroïne fascinante, dotée d'un intellect exceptionnel. Considérée comme un véritable génie, elle réussit tout ce qu'elle entreprend. Pourtant, cette intelligence nourrit aussi une certaine arrogance. Elle supporte difficilement les situations ou les personnes qui lui résistent. Malgré cela, elle possède des valeurs sincères et un profond attachement à son frère qui la rendent bien plus humaine qu'elle ne le laisse paraître. Telban, lui, est presque son opposé. Là où Céleste a bénéficié de dons naturels hors normes, il a dû construire sa place par le travail et la persévérance. Devenu chef de guilde respecté, père de famille et époux loyal, il partage avec sa sœur un même désir de défendre les plus faibles et les opprimés. L'intrigue se déroule principalement dans la famille de Telban, la belle famille de Telban, coincée dans un vieux château en raison d'une tempête de neige. Les deux jumeaux vont tenter chacun à leur manière de résoudre le mystère qui les entoure. Mais plus l'enquête avance, plus les secrets s'accumulent et plus la vérité devient difficile à atteindre. Même Céleste, malgré ses incroyables capacités, se retrouve confrontée à une énigme plus complexe qu'elle ne l'imaginait. Et pour protéger son frère, elle pourrait être prête à manipuler la vérité. Après tout, c'est ce que lui a appris la société secrète des savants à laquelle elle appartient. Mais au-delà de l'enquête, ce roman est aussi un véritable drame familial. Les tensions, les non-dits et les choix moraux donnent beaucoup de profondeur au récit. Céleste devra alors comprendre ce qui est juste et faire le meilleur choix possible pour dénouer cette affaire. Si vous aimez la fantaisie, les complots politiques, les enquêtes pleines de secrets et les relations familiales complexes, alors ce roman devrait clairement vous plaire. Ma 6e lecture s'est portée sur le tome 2, Le Chevalier errant de George R.R. Martin, adapté en BD par Ben Avery et Mike S. Miller, publié chez Dargo. On est donc dans une BD de fantasy. N'ayant pas lu le tome 1, oui, je sais, mais pourquoi ? Disons simplement que je suis tombée sur ce tome un peu par hasard lors d'une vente de livres organisée dans une bibliothèque de ma région. La BD était dans un état impeccable et ayant beaucoup aimé l'univers de Game of Thrones, contrairement à la série centrée sur l'histoire des Targaryens, avec laquelle j'ai beaucoup moins accroché, je me suis laissée tenter. Avec l'annonce de la nouvelle série adaptée de cette histoire, Le Chevalier des 7 Royaumes sorti sur Prime Video, je crois, j'avais envie de découvrir ce que cet univers pouvait donner dans un format BD. C'est donc ainsi que je me suis lancée dans cette lecture, mais avant de vous donner mon avis, commençons par un petit résumé, sans trop de spoilers je pense, récupéré sur le site de Babelio. Westeros est étrangement paisible, mais la peste s'est abattue sur le royaume et sous la surface, les tensions persistent 16 ans après une rébellion ratée. En ces temps troublés, le chevalier Sir Duncan le Grand, alias Dunk, et son écuyer, surnommé l'œuf, voyagent au travers des 7 royaumes. Le jeune garçon n'est pas n'importe qui et ses origines doivent être dissimulées à tout prix. En partance vers Winterfell, Dunk et œuf s'arrêtent en chemin pour participer à un tournoi lors d'un mariage. Le champion remportera un œuf de dragon. Mais il apparaît bientôt que les noces et le tournoi sont un nid d'intrigue et d'ambition. Et malgré eux, Dunk et l'œuf se retrouvent au cœur d'un complot. Alors, mon avis en quelques mots, et sans trop spoiler l'intrigue, surtout, puisque je n'ai pas lu le tome 1, j'ai plutôt bien aimé cette lecture. J'étais ravie de replonger, comme je vous l'ai dit, dans l'univers de Game of Thrones, avec ses complots, ses tensions politiques permanentes et cette ambiance médiévale si particulière. Certains dessins sont d'ailleurs assez marquants, notamment lors des combats à l'épée ou des joutes, parfois très graphiques et violents. Mais au-delà de ça, j'ai surtout été agréablement surprise par l'intrigue que j'ai trouvée bien construite et intéressante à suivre. Malgré mon absence de lecture du premier tome, je ne me suis pas sentie complètement perdue. L'univers et son histoire sont régulièrement rappelés au fil des pages, ce qui permet de comprendre l'essentiel sans trop de difficultés et de rapidement s'attacher au chevalier errant ainsi qu'à son jeune écuyer.
En revanche, côté féminisme, c'est une autre histoire. Je ne vais pas trop m'étendre pour éviter les spoilers, mais le regard porté sur les femmes dans certains univers de fantasy peut parfois être assez dérangeant. Pourtant, dans Game of Thrones, des personnages comme les sœurs Stark, Brienne of Tarth ou encore Daenerys Targaryen représentaient pour moi des femmes fortes, indépendantes et maîtresses de leur destin, et c'est justement ce que j'aimais beaucoup dans cette œuvre. Ici, comme l'histoire tourne principalement autour d'un tournoi de chevaliers, les personnages féminins sont beaucoup plus en retrait et souvent représentés de manière très sexualisée, et c'est un point qui m'a un peu dérangée durant ma lecture. Bref, malgré cela, la BD reste agréable à lire. Certes, retenir tous les détails de l'histoire avec un grand H et des différentes familles n'est pas toujours évident, mais l'ensemble reste immersif et plaisant. Donc si vous aimez l'univers créé par George R.R. Martin, cette BD pourrait très bien vous séduire elle aussi. Mais pensez à lire le tome 1 avant. Je pense que ce serait une plus belle expérience de lecture d'avoir lu le tome 1 et le tome 2 dans le bon sens. Ma 7e lecture s'est portée sur le roman La Société des objets magiques de Gareth Brown, publié chez Sonatine, qui est un roman du genre fantastique. En résumé, depuis près d'un siècle, les membres de 4 familles se réunissent régulièrement en secret dans la cave d'une librairie de Londres. Leur mission, protéger de toutes les convoitises des objets dotés de pouvoirs surnaturels et protéger le monde de leur magie. Cette fois, l'heure est grave. Pour la première fois depuis des décennies, un nouvel artefact a été signalé à Hong Kong. La plus jeune recrue de l'organisation, Magda Sparks, est envoyée sur place pour le récupérer. À peine arrivée, Magda se retrouve face à un mystérieux individu qui semble tout savoir de la société secrète et des reliques qu'elle protège. Très vite, tout ce en quoi elle croyait est remis en question. Le rôle des objets magiques, la véritable mission de son ordre et même l'histoire de sa propre famille. Dans un monde où les apparences sont trompeuses et les dangers multiples, Magda devra-t-elle recourir à la magie pour survivre ? Pour mon avis, encore un roman que j'ai adoré. J'y ai retrouvé tout ce que j'avais aimé dans le premier volet, le livre des portes. Attention toutefois, il ne s'agit pas d'une suite directe. Ici, on découvre de nouveaux personnages et une intrigue totalement différente qui se déroule en Angleterre, alors que le livre des portes prenait place à New York. Même si les deux romans peuvent se lire indépendamment, il n'y a pas vraiment de spoil d'un livre à l'autre, je vous conseille malgré tout de les découvrir dans l'ordre afin de profiter pleinement de l'expérience imaginée par Gareth Brown. Cela dit, commencer par la Société des objets magiques ne gâchera en rien votre plaisir de lecture. Comme pour son précédent roman, j'ai été complètement happée par l'histoire. L'auteur a un véritable talent pour donner envie de tourner les pages. La tension monte progressivement, certains passages sont particulièrement intenses et une seule chose compte alors, lire la suite. Cette fois, ce ne sont plus des livres magiques qui sont au cœur de l'intrigue, mais des objets extraordinaires protégés par une société secrète chargée de les préserver d'esprits mal intentionnés. Malgré tous leurs efforts, un véritable méchant, un de ceux qu'on adore détester, se lance à leur poursuite pour mettre la main sur ces artefacts. Et c'est précisément ce que j'aime chez Gareth Brown. Sa capacité à créer des personnages profondément attachants que l'on a envie de suivre jusqu'au bout, tout en imaginant des antagonistes absolument terrifiants. Franchement, ces méchants sont parmi les plus marquants que j'ai pu lire récemment. Pour moi, ce roman a tout du coup de cœur. Des mystères, une enquête captivante, des personnages intéressants, des antagonistes redoutables et cette touche de magie qui rend l'univers impossible à quitter. Si vous aimez les sociétés secrètes, les objets magiques et les aventures pleines de tension, alors je pense que vous adorerez cette lecture autant que moi. Et si vous avez adoré le livre des portes, il n'y a aucun doute, vous allez être autant happé par ce tome 2 que par le tome 1. Et on arrive enfin à ma dernière lecture, le tome 2 de la trilogie La Voix de Loré, l'As de la Justice de Marie Fabre, publié chez Mnemos dans la collection Naos, qui est un roman du genre, je pense, qui relève du genre steampunk. En résumé, je crois que je vais vous donner, quoique sur le deuxième tome, est-ce que je vous donne le résumé du tome 1 ? Du tome 2, est-ce que c'est spoilant ? Je pense pas que ce soit spoilant, mais bon, on y va. Alors qu'à l'international, des conflits menacent d'éclater, Victoria se prépare pour ses premières élections démocratiques.
Alors avec le lancement de la campagne électorale, les figures les plus emblématiques du pays se rassemblent à la capitale. 7 ans après le scandale du tueur de l'Uméa, Willem Vasely est enfin de retour à Bohême. Fier des nouvelles réglementations qu'il a établies autour de l'orée, il poursuit ses ambitions avec la ferme intention d'aider son frère à remporter sa place au Parlement et d'asseoir son influence en politique. Cependant, ses projets sont contrariés par les menaces de Nolis Nemova, le frère aîné d'Acher. À la tête des services secrets de l'armée, il connaît toute la vérité et compte bien en user pour faire pression sur Willem. Commence alors un jeu de pouvoir entre retrouvailles amères, complots et faux semblants où tous les coups sont permis. Acher, Willem et Agnès, chacun en quête de justice, s'engagent dans ces élections qui détermineront le destin de leur nation. Et quand un maître chanteur s'immisce dans leurs affaires, les certitudes vacillent et les alliances se révèlent plus fragiles que jamais. Pour avoir le tome 1, soit dit en passant, vous pouvez écouter l'épisode du mois dernier. Normalement, je l'ai lu au mois d'avril, si mes souvenirs sont bons. On passe à mon avis. Pour parler d'un tome 2, sans révéler certains éléments, ce n'est jamais simple, mais je vais essayer malgré tout. Alors, j'ai bien plus apprécié ce tome 2 que le premier, qui servait surtout à poser les bases de l'univers, présenter les personnages et installer les enjeux. Ici, l'histoire prend une tournure bien plus politique que meurtrière, même si quelques cadavres viennent tout de même jalonner le chemin de nos héros. Et franchement, c'était passionnant. Moi qui ne suis pourtant pas une grande amatrice d'intrigues politiques, j'ai pris énormément de plaisir à découvrir les complots, les manipulations et les manigances de chacun pour parvenir à ses fins. Tout s'entremêle avec efficacité et donne envie de tourner les pages encore plus vite. Quant à la fin, elle nous laisse clairement sur les dents et promet un 3e et dernier tome bien plus sombre et dramatique que les précédents. Autant dire que j'attends le mois de juin avec impatience pour pouvoir glisser ce dernier volet dans ma palle et découvrir enfin si nos héros réussiront à s'en sortir ou si le destin continuera de s'acharner sur eux. Si vous avez apprécié le tome 1, tout en ayant eu l'impression qu'il lui manquait un petit quelque chose, alors je pense que ce tome 2 pourrait vous convaincre davantage. Entre complot, secret et manipulation tordue, ce second volet gagne clairement en intensité et en addictivité. Oui, ce mot existe. Et voilà, c'est mon bilan du mois de mai 2026 qui touche à sa fin. Aucune lecture en cours pour le moment, car le week-end des Imaginales approche à grands pas. Je préfère éviter de commencer un nouveau roman que je ne pourrais pas lire correctement ou simplement de façon trop morcelée. Mais aucune inquiétude à avoir, je ne risque pas de m'ennuyer. Et surtout, je vais probablement revenir avec tellement de nouveaux livres que ma palle ne remarquera même pas que je l'ai un peu délaissé pendant quelques jours. Donc voilà, je vous ai fait la chronique de mes lectures du mois de mai 2026 et nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a nourri votre curiosité et semé quelques idées de lecture à découvrir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode, à liker et à partager autour de vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram @jess_angel ou m'écrire si vous avez envie d'échanger, de poser une question ou de me parler de vos lectures à ducappuccino-et-des-livres@gmail.com. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter mensuelle en vous rendant sur le site d'hébergement du podcast en cliquant simplement sur s'abonner. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.